Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Finance Innovation en collaboration avec Cashbee. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel événement. Je vais juste introduire très rapidement Finance Innovation et le sujet de notre réunion du jour. Et après, je laisserai la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent entrer dans le vif du sujet. Donc, en quelques mots, Finance Innovation, c'est un pôle de compétitivité créé en 2007 par l'État. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 600 structures dans leur croissance, dont 450 startups, TPE, PME à tout stade de maturité, aussi bien françaises qu'internationales. Notre but, c'est d'accompagner donc tous ces projets dans leurs besoins financiers, leurs besoins de communication, d'événementiel, de mise en relation. On va vraiment être un accélérateur pour les startups et permettre aux grands groupes de mieux appréhender toutes ces innovations au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'investissement sur les marchés incertains. Et ce sera donc aux côtés de Cashbee, Remake et Irbis. Je vais leur laisser la parole afin qu'ils prennent la suite. Merci beaucoup, messieurs, et bon webinaire. Merci beaucoup à toi. Je pense que d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de rejoindre ce webinaire. On va peut-être commencer par se présenter tout simplement. Nicolas, je peux te demander de commencer? Volontiers. Donc, Nicolas Kert, je suis président de Remake Asset Management. Remake Asset Management, c'est une société de gestion dédiée à la conception et à la gestion de fonds immobiliers, majoritairement destinés d'ailleurs au grand public, aux personnes individuelles, qui a été constituée il y a un an à l'initiative de Nicolas Kert et David Sexig. Moi-même et David Sexig, nous avons entre 15 et 20 ans d'expérience dans ce milieu-là, c'est-à-dire la gestion de fonds immobiliers, notamment des fonds immobiliers ouverts. En fait, nous avons décidé de lancer ces structures pour promouvoir un nouveau type d'offre dans le marché, pour pouvoir avoir la liberté justement de promouvoir cette offre dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Pierre, à ton tour. Bonjour à tous, donc Pierre Lem, moi je dirige donc les relations investisseurs dans la société Irbis Finance, qui est une société qu'on appelle un structureur. Donc concrètement, nous construisons des produits structurés. Donc on intervient principalement auprès des professionnels de l'épargne et la société donc existe depuis 2015. Et pour finir, Marc Templeman, je suis cofondateur de l'application d'épargne Cashbee. On a pour mission d'aider les Français à non pas épargner plus, mais à épargner mieux. Et ça passe par une appli gratuite qui propose bon nombre d'investissements, tous les jours un peu plus. Et on se proposait de faire ce webinaire parce que bon nombre de nos clients nous disent que le contexte est compliqué et qu'ils aimeraient bien se faire accompagner pour savoir où placer leur argent et où investir dans un contexte qu'on peut appeler modestement incertain, mais on aurait pu prendre des adjectifs bien plus alarmistes. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de résumer peut-être en quelques minutes pourquoi il nous semblait bon d'aborder ce sujet aujourd'hui, pourquoi on pense que le contexte est incertain, et ensuite pourquoi on pense que deux des solutions possibles sont effectivement la pierre papier via Remake par exemple, ou encore des produits structurés, par exemple les produits que structure Pierre à longueur de journée et qu'on vous propose nous via l'appli. Donc, pour planter le décor, il nous semble que la question mérite d'être posée aujourd'hui pour, en gros, 4 raisons. La première, c'est qu'il n'aura échappé à personne, même amateurs et pas nécessairement des geeks de la finance, que dans les marchés financiers de façon générale, la volatilité s'est beaucoup accrue. Alors, nous, chez Cashbee, on n'aime pas trop le jargon technique. Donc, volatilité, c'est juste un terme qui indique que d'un jour à l'autre, les changements de valeur sont aujourd'hui bien plus importantes que de par le passé. Une action peut prendre 5, 6, 7% une journée et en reperdre autant, voire plus, le lendemain. La même chose sur les marchés obligataires. Sur le marché du change, c'est strictement pareil. C'est assez rare de voir le dollar s'apprécier de plus de 20% par rapport à la livre sterling, par exemple. Donc, la volatilité de retour, et ça rend la tâche pour n'importe quel épargnant compliquée de faire des choix avisés de là où il faut placer son argent. Ensuite, quand on prend une grande classe d'actifs traditionnels, eh bien, le portefeuille classique où on dit pour ceux qui aiment le risque, allez vers les actions, mais pour se défendre un peu et pour se protéger un peu, prenez également des obligations. Cette stratégie fondamentale aujourd'hui n'est pas payante. Pourquoi ? Parce que les deux classes d'actifs les plus connues au monde et dites traditionnelles, les actions et les obligues, sont en baisse au même moment.
Pour prendre quelques chiffres, et là au moins on n'est pas là pour faire des stats, mais le grand indice américain, le S&P 500, donc un indice action, est en baisse d'à peu près 20% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, dans lequel il y a énormément de valeurs technologiques, est en baisse de pas loin de 28%. Plus proche de nous, le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, est en baisse de un peu plus de 15%. Côté obligataire, c'est la même chose parce que, comme vous le savez peut-être, mais je le rappelle néanmoins, lorsque les taux montent, le cours des obligations baisse. Or, les taux à 10 ans payés par l'État français qui s'endette via des OAT, pendant un certain temps, ces taux ont été proches de zéro. Et aujourd'hui, on est bien au-delà de 2%. Alors, ça peut paraître petit, mais sur une durée aussi longue de 10 ans, ça correspond à une chute de prix sur les marchés obligataires qui est considérable. Donc, j'en reviens au point que je faisais, qui était, on a de la volatilité qui fait que c'est compliqué d'investir pour commencer, et deux grandes classes d'actifs dites traditionnelles peinent et sont à la traîne depuis le début de l'année, enfin, pour être très brutal, sont en baisse considérable depuis le début de l'année. Ce qui complique l'équation auquel fait face n'importe quel épargnant, c'est qu'en plus, l'inflation est en hausse. Or, pour faire très simple, l'inflation, c'est ce qui ronge votre épargne si vous ne le faites pas travailler. Donc, c'est chouette de savoir que le livret A est le taux du livret A est en train de remonter et est passé de 0,5% au début d'année à 2% aujourd'hui. C'est bien, c'est chouette, c'est rassurant, mais en même temps, c'est pas suffisant quand on sait que l'inflation aujourd'hui en France dépasse les 6%, sur une échelle plus large européenne, est en train de tendre vers les 10%. Alors les banques centrales, elles font ce qu'elles peuvent pour combattre cette inflation, mais au moins aujourd'hui, on est face à cette problématique qui est d'une part que les choses sont compliquées à lire, enfin le contexte est compliqué à lire et des classes d'actifs très connues sont en baisse depuis de l'année, mais que de laisser dormir son argent sur un compte courant ou même sur un livret A est insuffisant pour ne serait-ce que préserver le pouvoir d'achat de chacun, puisque l'inflation est aux alentours de 6, 7, 8% selon la juridiction européenne dans laquelle vous vous trouvez. Donc, si c'est ça le décor, on s'est posé la question, quelles sont les classes d'actifs qui sont conçues pour résister à la tempête et qui ont tendance, historiquement, statistiquement, à donner des performances positives, ou pour parler cru, à délivrer du rendement et à délivrer des profits aux investisseurs, quand ça tangue par ailleurs. Je crois qu'il est clair qu'aujourd'hui, ça tangue par ailleurs, et nous en avons identifié deux. Le premier, dans le désordre, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais le premier dont on souhaite vous parler aujourd'hui, c'est les produits structurés. Alors, ça peut être un terme un peu barbare, mais Pierre va vous expliquer justement pourquoi ces investissements fonctionnent et marchent mieux lorsque ça tangue. L'autre, mieux connu, mais qui méritait d'être revu et innové, et c'est ce qu'a fait Remake, qui est la pierre papier, qui est l'investissement en immobilier via des titres. Et dans les deux cas, je vais laisser la parole à Pierre et à Nicolas respectivement pour vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Et ensuite, on verra comment Irbis de son côté et Remake de l'autre font tout ce qu'ils peuvent pour démocratiser et vulgariser l'accès à ces produits qui, il est vrai, furent très longtemps réservés à un segment spécifique de la clientèle, un segment plutôt fortuné, voire très fortuné, mais qui aujourd'hui se démocratise de plus en plus et qui devient de plus en plus accessible au commun des mortels. Et ça, c'est une tâche à laquelle s'attelle Cashbee au quotidien, et c'est pour ça qu'on pensait que ce trio pouvait délivrer peut-être un webinaire qui aurait de l'intérêt pour un plus grand nombre. Je vais m'arrêter là. Faisons d'abord un bref tour de ce qu'est un produit structuré et ensuite de ce que propose Remake. Donc, dans l'ordre, Pierre, si tu veux bien nous parler des produits structurés, peut-être avec la slide qui suit. Bien sûr, oui, effectivement, il pourrait être intéressant d'afficher cette slide. Donc, concrètement, un produit structuré, c'est un produit qui va permettre à l'investisseur d'obtenir un rendement en général basé sur les marchés actions, tout en ayant un profil rendement-risque qui soit un petit peu particulier, dans le sens où on ne va pas être exposé complètement à la hausse ni à la baisse des marchés actions. On va avoir un profil un peu particulier avec un plafonnement des gains
qui va nous permettre de financer de la protection. Ça, c'est un des premiers attraits de ces produits-là qui sont assez particuliers. La deuxième chose qui me semble importante de souligner, c'est le fait que ces produits proposent une formule qui va être connue. Concrètement, on va rentrer dans un contrat avec différents scénarios connus à l'avance par l'investisseur, donc en cas de hausse, en cas de baisse importante. Tous les scénarios vont être connus, donc l'investisseur qui achète ce produit va avoir une parfaite lisibilité de son investissement et des différents scénarios qui pourraient avoir lieu dans le futur. Donc ça, c'est les deux principaux éléments de cette classe d'actifs qui est assez particulière. Alors ensuite, effectivement, c'est une classe d'actifs qui est basée sur des produits financiers un peu plus complexes, mais qu'effectivement, on package dans une solution finale qui, elle, a pour but d'être assez simple et assez lisible pour le client, avec pour objectif principal de pouvoir profiter de configurations de marché assez larges. L'objectif ici, c'est de pouvoir potentiellement avoir un rendement ou en tout cas une protection même en cas de baisse des marchés et pouvoir profiter de différentes phases de marché et également de pouvoir gagner de l'argent dans un marché assez incertain, voire un marché baissier. Donc c'est une classe d'actifs un petit peu particulière, assez disruptive par rapport à un investissement classique dans une action, une obligation ou un fonds d'investissement en direct. Merci beaucoup Pierre pour cette brève introduction. On aura peut-être l'occasion de parler d'un ou deux exemples concrets pour donner un peu de corps à cette description, mais qui est très très précise. Nicolas, peut-être à toi pour la partie pierre-papier et surtout les solutions que vous proposez. Ouais. Merci Marc. Oui, en fait, alors dans la pierre papier, on retrouve des produits dont vous avez peut-être entendu parler, des CPI, des OPCI, des club deals. Il y a toutes sortes de produits qui existent, mais peut-être que pour introduire le sujet et aller un peu plus loin, ça me semblait nécessaire de regarder un peu dans le rétroviseur sur l'immobilier, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on aborde une période qui est délicate, hein, comme le disait Marc, c'est une litote, avec une inflation qui augmente fortement, des taux qui remontent. Et du coup, si on regarde un peu dans le rétroviseur, afin de savoir comment s'est comporté le marché de l'immobilier dans différents cycles de marché, eh ben, on a ces graphiques-là. Alors, ne regardez pas précisément, hein, vous aurez l'occasion de le revoir par la suite pour zoomer, mais j'ai essayé d'illustrer à gauche les périodes pendant lesquelles, en rouge, les choses ne se sont pas forcément super bien passées pour l'immobilier, c'était plutôt des baisses de cycles, des cycles plutôt baissiers, et puis en vert, les cycles plutôt haussiers. Ce qu'il faut retenir de tout ça, sur la partie gauche du graphique, c'est qu'il y a évidemment une corrélation entre l'immobilier et les obligations, tout simplement parce que l'immobilier, en général, ça se finance. Quand vous achetez votre maison, vous le financez à crédit. Et puis, quand un professionnel achète un immeuble de bureau, en général, il met un peu de dette. Donc, quand les taux remontent et que le crédit coûte un peu plus cher, forcément, il y a une corrélation avec l'immobilier. Ça veut dire une première chose, c'est que celui qui aujourd'hui achète de l'immobilier avec de l'endettement, il disparaît un peu du marché puisque ça coûte trop cher. Donc, il faut plutôt privilégier de ce point de vue-là les produits qui font appel à un levier assez modeste. Le deuxième élément, c'est que on voit sur la fin du graphique que les courbes OAT à inflation, en fait, ont tendance à transpercer les rendements immobiliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, ou si on dit ça de façon crue, on pourrait dire, oulala, mais il n'y a plus de prime de risque. C'est quoi la prime de risque dans l'immobilier? La prime de risque, c'est ce qui finalement va permettre de payer le risque d'illiquidité, le risque spécifique de l'immobilier. C'est vrai, l'immobilier, c'est pas très liquide. L'immobilier, il y a aussi des problématiques d'obsolescence technique, il faut faire des travaux, donc ça, c'est pas forcément dans le taux de rendement. Et donc, du coup, on exige, quand on investit dans l'immobilier, que ce soit pour vous ou en tant qu'investisseur professionnel, une prime sur le taux de rendement sans risque. Le taux de rendement sans risque, Marc parlait tout à l'heure de l'OAT, c'est ça notre driver, en fait. Nous, ce qu'on regarde, c'est quelle est la valeur de l'OAT, donc les taux de rendement à 10 ans de l'État, par rapport à ce qu'on pourrait obtenir dans l'immobilier. Alors, l'illustration qui est ici, la courbe rouge, c'est le taux de rendement de l'immobilier qu'on appelle prime, c'est-à-dire le plus bel immeuble de bureau à Paris. C'est ça, c'est le jalon qu'on prend, on peut prendre d'autres trucs, mais ça fonctionne comme ça. Concrètement, vous achetez à Paris un immeuble sur lequel vous allez espérer 3% de rendement. Donc évidemment, quand vous mettez en face des OAT à plus 2, à 2 et quelques, vous dites, zut alors, j'ai plus de prime de risque. Et c'est là où en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il manque deux choses dans ce genre de graphique qu'on retrouve assez régulièrement. Le premier, c'est que n'oublions pas que l'immobilier est inflaté, est indexé.
On devrait plutôt comparer quelque part l'immobilier à l'OATI, c'est-à-dire les obligations d'État indexées sur l'inflation, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Et là, vous verriez en fait une prime de risque très confortable. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce sont les taux des immeubles les meilleurs, les plus beaux. Sauf que la moyenne du marché de l'immobilier d'entreprise, c'est pas 3%, c'est en général plutôt du 5, 5,5. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement dans l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, etc., on est plutôt sur des taux moyens de 5, 5,5, ce qui laisse une prime de risque considérable entre le taux de rendement sans risque, l'obligation d'État, et le taux de rendement auquel on peut s'attendre dans l'immobilier. Mais n'oubliez surtout pas que, contrairement à d'autres classes d'actifs, l'immobilier, en fait, est inflaté, est indexé. Alors, modulo quand même un point, c'est que, évidemment, si la santé de nos locataires n'est pas bonne, conférer 2023 et les problématiques conjoncturelles auxquelles on pourrait être opposé, évidemment, on ne va pas forcer le locataire à l'indexer de 8 ou 10%, comme ça peut être le cas dans certains pays. On va négocier, on va discuter, on va rallonger le bail, et en échange d'une rallonge de bail, on va peut-être limiter l'indexation du loyer à des niveaux plus cohérents. Donc, ça veut dire que nous, on considère qu'aujourd'hui, sur les niveaux de rendement auxquels on investit notre immobilier d'entreprise, on a des primes de risque qui sont très confortables et indexées par ailleurs. Et je vais aller très très vite. Si vous regardez la performance de la pierre papier, pareil, depuis 1989, on va très loin. On a 3 zones qui ont été assez complexes à gérer. C'est la zone 91-97. C'est à l'époque où vous faisiez du taux du fonds en euros qui vous rapportait du 7% capital garanti. Enfin, on était juste dans une autre planète à cette époque-là. Hein. C'est qu'on avait une politique du franc fort, une politique du marque fort et une politique qui allait faire naître l'euro. Donc ça a été assez délétère pour l'immobilier, bien évidemment. Et puis on a eu 2 crisounettes. Une crisounette, en fait, suivant la crise de Lehman, la crise financière, où pendant un an, on a eu un vide d'air, un trou d'air, et ensuite on s'est très vite reconstitué avec de bonnes performances. Et puis, cette période-là qu'on est en train de connaître avec remontée et tout, qui est un peu inconnue parce que c'est une configuration, il faut reconnaître, c'est une configuration qu'on n'a jamais vue. Il y a une inflation qui remonte très vite, des taux qui remontent très vite, sur des taux de rendement immobilier plutôt historiquement bas. Voilà, ce qui peut nous préserver, comme je le disais, c'est l'indexation des loyers. Alors, merci à tous les deux. Peut-être qu'on peut parler une seconde de la carotte, enfin, du type de rendement qu'on peut espérer si on commence à s'intéresser soit à la pierre papier, soit aux produits structurés. Donc, toi, ce que tu dis, Nicolas, c'est aujourd'hui le rendement visé, en tout cas, parce qu'il y a toujours un peu de risque, hein, mais le rendement visé, c'est quoi aujourd'hui? Alors, tout va dépendre. En fait, nous, ce qu'on entend, on a un certain nombre d'acteurs qui disent moi, j'ai peur, donc du coup, je reviens sur le super prime, c'est-à-dire les immeubles de meilleure qualité, mais aussi ceux qui ont les rendements les plus bas. Nous, on considère que ce jeu-là, en fait, c'est de notre avis, c'est pas le meilleur. Parce que, précisément parce que cette prime de risque, en fait, est trop faible et rien ne justifie qu'on achète de la logistique sur un rendement de 3,5% quand l'OAT, en fait, est à presque 3%. Donc, nous, on pense que c'est plutôt sur des taux de rendement de 5, 5,5. Pour illustrer mon propos, notre fonds, il a investi en moyenne sur un taux de rendement de 5,80% avant indexation des loyers, on est bien d'accord, sur des actifs immobiliers très diversifiés. Nous, on pense qu'à ces niveaux de taux de rendement-là, on a un spread, enfin, on a une prime de risque qui est suffisante et qui est justifiée par rapport au taux sans risque. Donc, on arrive à générer des rendements qui sont satisfaisants par rapport au niveau d'inflation et par rapport au rendement. Merci Nicolas. Alors, Pierre, je sais que le monde des produits structurés est aussi vaste qu'on le souhaite, mais sans rentrer dans les produits structurés ultra leveragés et très risqués, quel est le type de rendement qu'on peut espérer si on est prêt en tant qu'investisseur de mettre à risque son capital pour un bout, mais on souhaite quand même bénéficier d'une certaine garantie de capital ou d'une certaine protection sur le capital? Alors, nous, effectivement, la particularité de ces produits, c'est qu'en fonction du moment où on les construit, le rendement et les mécanismes de protection proposés vont varier. Concrètement, effectivement, en fonction de comment le marché action se comporte, quel est le niveau des taux d'intérêt, on va pouvoir proposer des produits plus ou moins défensifs avec plus ou moins de rendement. Et donc, effectivement, l'année 2022 est une année très prolifique pour les produits structurés parce qu'en
En effet, on a les deux gros paramètres qui rentrent en compte dans la proposition produit structuré, qui va être la partie taux et la partie marché-action via notamment les mécanismes de volatilité dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, effectivement, on est sur une année où les marchés sont assez volatiles, assez incertains et où les taux d'intérêt remontent de manière forte. Et donc, effectivement, à ce moment-là, nous, on a la capacité de proposer des produits. Je prends l'exemple du produit commercialisé chez Cashbee actuellement. On est sur un rendement de 10% par an, donc un rendement plafonné, en échange d'une protection jusqu'à une baisse de marché de moins 50%. Donc c'est un produit qui est basé sur le marché français, mais on peut faire des choses sur le marché européen, les marchés asiatiques ou US en fonction des souhaits de l'investisseur. Mais voilà, pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, on est sur ces niveaux de rendement avec à peu près ce niveau de protection. Donc c'est des rendements qui sont assez importants. On est dans une période où effectivement les planètes sont alignées pour cette classe d'actifs. C'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ce qu'on est capable de proposer. Bon, écoute. Pour Marc, je rajouterais juste un élément, pardon, pas rajouter sur Pierre, mais par rapport à l'immobilier, c'est que je suis allé recalculer finalement la volatilité, parce que c'est un mot qu'on utilise pas mal là, la volatilité des revenus générés par les SCPI. Donc je ne parle pas de la valorisation de la part, qui peut évidemment bouger dans le temps, comme on le voit en fait sur le graphique, mais si je prends en fait les revenus générés par les SCPI, qui constituent quand même l'essentiel de la performance d'un fonds immobilier, eh bien entre 1989 et 2001, on a une volatilité de 1,2%, ce qui est extrêmement faible en fait. Ça veut dire que en fait, le marché des SCPI a une résilience extrêmement forte sur l'évolution des dividendes, des revenus. Donc si la volonté de l'investisseur, c'est de se dire ok, je suis prêt à assumer des variations de valeur, mais bon, ça reviendra un jour. Mais en revanche, je veux des revenus parce que je veux un complément de retraite, parce que je pense que j'ai d'autres contraintes, eh bien, on a une volatilité historique sur ces produits-là qui est quand même relativement faible. Merci de le préciser, Nicolas, parce que c'est important. Donc, on est à des niveaux de revenus, dans ton cas, Nicolas, on va parler pour quelqu'un qui constitue un portefeuille dans ce que tu estimes être la bonne tranche de risque qui vise les 6-7%. Côté Pierre, si tu veux avoir la capital garantie totale, tu es plutôt aux alentours de 4-5, mais tu peux atteindre les 10 dans des structures où ton capital en tant qu'investisseur est à risque, mais il y a des barrières de protection qui font que c'est peu probable que cet événement ait lieu. Donc ça, c'est la carotte. Maintenant, revenons un petit peu sur le risque quand même que dans les deux cas, l'investisseur doit être prêt à prendre avant d'y aller. Nicolas, tu as commencé à y faire allusion, mais corrige-moi si j'ai tort, le plus gros risque pour un portefeuille immobilier, c'est que les locataires n'arrivent pas à payer leur loyer. Est-ce ça ou est-ce qu'il y en a d'autres des risques dont il faut tenir compte? Oui, alors il y a le risque de solvabilité en fait, des contreparties, parce qu'effectivement, on loue à des locataires qui peuvent faire défaut. Avec modulo 1 point, comme je disais, la volatilité historique est extrêmement basse sur les revenus générés par les SCPI, tout simplement parce que leur patrimoine est très diversifié. Donc, à moins d'avoir un fonds qui est très concentré sur une classe d'actifs, sur une thématique particulière, par exemple, je fais un fonds qui va sur la logistique, je m'expose au risque logistique, on est d'accord. Si en revanche, je suis dans un fonds qui est très diversifié et qui plus est internationalement, je vais m'exposer, je crois que j'ai des petits problèmes de caméra, mais j'espère que vous m'entendez encore. Mais on est exposé en fait à plusieurs environnements. On est exposé à la France, peut être exposé à l'Europe, peut être exposé à une signature État, quand je loue à l'État par exemple, ou alors à une entreprise. Donc du coup, la clé, c'est quand même de diversifier, et c'est ça la magie des fonds immobiliers, c'est plutôt que d'acheter un appartement que je vais louer à un locataire sur lequel je vais prendre un risque spécifique, là, je vais prendre une exposition sur plein de locataires. Le deuxième quand même élément à retenir, c'est que quand bien même on a créé des fonds immobiliers qui permettent cette mutualisation et de donner accès finalement à une classe d'actifs auxquels on n'a pas habituellement accès, l'immobilier de bureau, l'immobilier de commerce, de logistique, on a quand même un sujet qui perdure, mais qu'on arrive à corriger comme dans certains cas, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'il faut accepter quand on investit dans l'immobilier, d'investir pour un horizon d'investissement de 8 ans, de 10 ans, ou alors, si c'est un peu moins long, de le faire plutôt en assurance vie. Donc ça, il faut bien garder en tête qu'on est quand même sur des maturités plutôt longues et donc assumer en fait un relatif absence de liquidité dans certains cas. D'accord. Et Pierre, de ton côté, pour revenir sur les risques des produits structurés, on a compris que grâce au fait qu'on accepte de caper la performance, donc on accepte une rémunération
maximale qui peut être de l'ordre de 10% l'an, hein, mais bon, on accepte de ne pas aller au-delà. Du coup, ça nous permet d'acheter et de se protéger à la baisse. Donc, il faut un peu comprendre l'indice qui fluctue au milieu, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de l'émetteur dont il faut tenir compte? Enfin, il y a bien quelqu'un qui émet ce bout de papier que je détiens. Peut-être tu peux en dire deux mots. Exactement. Si la composante taux d'intérêt en fait rentre dans notre capacité à proposer des produits structurés, c'est parce qu'effectivement il y a derrière un émetteur qui est un émetteur bancaire. Donc l'enveloppe utilisée, c'est de la dette bancaire, c'est concrètement une obligation d'un émetteur comme Société Générale, BNP Paribas, ce genre d'acteurs. Et effectivement, on a donc évidemment un risque de crédit sur la contrepartie qui effectivement émet le produit structuré. Donc concrètement, en cas de faillite de la banque émettrice, et bien effectivement, le porteur du produit structuré pourrait avoir un souci. Donc effectivement, alors c'est un risque qui est normalement assez faible, hein, en tout cas dans l'environnement actuel, mais qu'il faut garder en tête et pouvoir analyser, qui fait partie également du risque contenu à l'intérieur du produit structuré, en plus du risque dû au mouvement des marchés actions, puisque concrètement, effectivement, on a deux grandes typologie de produits. On va avoir les produits à capital garanti, où là, on est quasiment exclusivement sur un risque de crédit sur l'émetteur, donc sur des produits plutôt destinés à des trésoreries d'entreprise, ce genre d'acteurs, où on a un risque justement de perte concrètement sur les marchés actions, sur les produits un peu plus classiques, où là, effectivement, on a un mécanisme de protection, mais on n'a pas de garantie, c'est-à-dire qu'en cas de forte baisse des marchés financiers, l'investisseur pourrait dans ce cas-là subir une perte en capital potentiellement importante. Idem pour l'immobilier, il n'y a évidemment jamais de garantie en capital. Les produits garantis en capital n'existent pas en immobilier, en tout cas pas à ma connaissance. Et les produits structurés, d'ailleurs, fondés sur l'immobilier non coté, n'existent pas non plus. Donc, il faut savoir assumer aussi une perte de valeur. On l'a vu précédemment, on n'est pas sur des volatilités très élevées aussi sur l'immobilier, parce que ce sont des actifs qui sont très lents. Tout à fait. Donc maintenant, on en arrive à une partie à laquelle je fais allusion au début. C'est effectivement, on pourrait s'intéresser à l'immobilier de bureau si on est multimillionnaire, acheter 1, 2, 3 ou 4 bâtiments et les avoir à soi. Bon, d'abord, ça prendrait beaucoup de temps. Deuxièmement, il faut avoir les fonds pour se faire. Pour les produits structurés, c'est un peu pareil, c'est moins catégorique que ça, mais je me souviens d'une époque où le moindre placement en produits structurés, il fallait au moins des tickets de 100 000, 200 000 ou 250 000 euros, ce qui est toujours des sommes très très grosses. Dans les deux cas, messieurs, vous représentez des sociétés qui ont réussi à démocratiser l'accès à ce type d'actifs en réduisant notamment la part minimale, la valeur de la part minimale qui permet d'y accéder. Peut-être vous pouvez chacun en dire un mot, peut-être Pierre, pour changer un peu l'ordre des choses, tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Alors, effectivement, les produits structurés, c'est une classe d'actifs qui a beaucoup évolué depuis sa création, qui était auparavant réservée effectivement à des investisseurs déjà assez fortunés et assez avertis. C'est des produits qu'on trouvait dans effectivement des grosses banques privées assez connues, mais uniquement dans ce genre de canal-là. Maintenant, effectivement, le but d'une société comme Irbis Finance, c'est déjà d'accompagner les acteurs dans la commercialisation et les investisseurs dans leur investissement sur cette classe d'actifs, de permettre effectivement de diminuer les tailles minimum, donc concrètement en mutualisant les différents intérêts, et donc de permettre effectivement à des clients particuliers, par exemple via l'application Cashbee, d'effectivement d'investir et d'avoir accès à cette classe d'actifs qui était auparavant réservé à une clientèle assez spécifique. Le deuxième objectif, c'est effectivement d'avoir une agressivité et une proposition intéressante en termes de prix et de structure de coûts. Et dans ce cas-là, effectivement, l'importance de l'appel d'offres et de la mise en concurrence de toutes les banques prend toute sa place. Concrètement, quand on va dans la banque régionale classique avec son conseiller particulier ou privé,
on va avoir une seule proposition qui est la proposition de la banque. L'objectif, c'est de donner accès à l'ensemble du marché, à l'ensemble des propositions à un client ou un investisseur particulier, ce qui va lui permettre effectivement déjà de bénéficier des meilleurs prix et des meilleurs produits et de pouvoir le faire pour des tailles qui sont finalement bien inférieures à ce qu'on pourrait trouver ailleurs, hein, puisqu'en général, on arrive maintenant, notamment dans les contrats d'assurance vie, à faire des produits accessibles des 1 000 €, voire un peu moins dans certains cas. Très bien, donc on retiendra le chiffre de 1 000 € comme investissement minimal. Nicolas, de ton côté, c'est bien des dizaines de millions d'euros qu'il va me falloir, non? C'est exactement ça, parce que je regardais la moyenne de la taille des investissements réalisés par les investisseurs institutionnels, donc ceux qui ont de l'argent, hein, beaucoup d'argent. On est à peu près aux alentours de 15 millions, donc c'est une moyenne, donc il faudrait, je n'ai pas la méthode dans l'as, mais en gros, voilà, si vous voulez acheter un immeuble, c'est à peu près 15 millions en moyenne pour être compétitif par rapport à des investisseurs institutionnels. Donc évidemment, on n'a pas ces moyens-là. En revanche, comme on l'a vu, hein, l'avantage de l'immobilier d'entreprise, c'est que ça génère des rendements plus élevés que l'immobilier d'habitation. Qui plus est, une fois retraité les charges. Donc, c'est une classe d'actifs qui est assez intéressante, mais sauf qu'elle est difficilement accessible. Donc, évidemment, il y a des produits qui se sont créés pour permettre à des épargnants moins fortunés d'accéder à l'immobilier. Donc, on a évidemment les SCPI, hein, qui sont de vieux animaux, hein, qui datent des années 70, mais qui n'ont pas tout à fait complètement évolué. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a eu d'autres produits, comme les OPCI grand public, qui ont permis d'implémenter l'immobilier en assurance vie, parce que il y avait des SCPI, mais pendant très longtemps, ce n'était pas possible de les souscrire en assurance vie. Donc, on a inventé des produits qui s'appelaient OPCI pour permettre d'avoir cet accès à l'assurance vie. Et donc, nous, ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on est descendu le plus bas possible dans les minimums d'investissement dans notre produit, puisqu'on peut investir en immobilier d'entreprise, donc chez Remake Live, pour un montant minimum de 200 €. Donc, 200 €, on est d'accord, c'est rien. Et on peut, par-dessus le marché, et je pense que ça, c'est un conseil que font beaucoup de tes confrères, hein, Marc, et plutôt aussi, probablement, c'est que c'est important d'épargner, mais c'est important d'épargner tout le temps et régulièrement. Et ce qu'on met en place aussi dans notre produit, dans notre offre, c'est qu'on peut faire des investissements programmés réguliers, même sur des petits montants de 200 € pour constituer son épargne. Et on sait qu'au bout de quelques années, quelques dizaines d'années, en fait, ça fait beaucoup d'argent grâce aux intérêts capitalisés. Donc oui, on descend ces barrières. La deuxième barrière, qui est une barrière psychologique, mais aussi financière, il ne faut quand même pas se le cacher, c'est qu'on a l'habitude, quand on investit dans l'immobilier, de payer des droits d'enregistrement, des frais de notaire, donc de payer l'agence. Et donc, du coup, quand je veux acheter mon appartement, je donne 110 € et je me retrouve avec un appartement qui vaut 100. Oui, c'est la vie, c'est comme ça. Et quand on achète des parts de SCPI, historiquement, on achète aussi des parts avec des frais très élevés dès le départ. C'est-à-dire que vous achetez une SCPI 100 €, dans ces 100 €, il y a 10 € en général de frais. Hein. Alors, ce ne sont pas des frais de notaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des frais de distribution et des frais de la société de gestion et qui sont directement pris par la société de gestion. Ça veut dire que quand même, depuis les années 70, on investit dans les SCPI en partant du principe que dès le premier jour de mon investissement, j'ai perdu 10% de ma valeur. Donc, on peut l'assumer, hein, si votre durée d'investissement c'est 10 ans, c'est pas grave, on lisse la paume sur 10 ans, ça va bien. Nous, on trouve que psychologiquement, commencer par payer pour voir, c'est quelque chose qui est peut-être plus dans l'esprit des épargnants, des jeunes épargnants notamment, qui peuvent être autour de cette table virtuelle. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a viré cette commission de souscription de 10%, de telle sorte que vous souscrivez à 100 € et votre prix de retrait, donc la valeur de retrait si vous revendiez, c'est aussi 100 €. Alors, en l'occurrence, c'est 200 € chez nous, mais c'était pour donner de base 100. Ça change tout. Ça veut dire que vous ne commencez pas par perdre. Vous commencez déjà par récupérer vos revenus. Et le jour où vous sortez, vous êtes libre, vous n'avez plus ces frais. Donc, c'est aussi une façon de démocratiser en fait, la pierre papier. C'est de ne pas payer pour voir, c'est de payer à travers la commission de gestion. Ce qu'on fait, c'est que dans notre fonds, on a des commissions de gestion qui sont plus élevées que la moyenne du marché. Donc, on a transvasé une partie de ces frais, ces 10%, sur la commission de gestion, parce que nous, on préfère être payé pour gérer que être payé pour lever des capitaux. C'est quand même notre boulot de gérer des immeubles. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est très différent et qui permet, à notre sens, de démocratiser l'épargne d'autres clientèles. C'est très différent. Non, c'est très différent en effet. Et je vais juste répéter parce que je pense que ça change la donne dans le marché immobilier. Je crois que dans la tête des gens, une SCPI, c'est bien, mais il faut être conscient du fait qu'on perd entre 9 et 10% front, à l'entrée. Alors, pour sûrement des bonnes raisons que tu as expliquées, hein, les frais. Mais là où
je pense que Remake change la donne. C'est, à ma connaissance, vous êtes les seuls où le modèle change et où, quand tu investis 100, tu as 100 de valo investis dans la pierre papier. En contrepartie de quoi, vous prenez des frais de gestion running peut-être un peu plus. On est les premiers, on est les seuls en assurance vie. Et en fait, en assurance vie, ça change beaucoup de choses puisqu'on n'a plus ce fameux décalage qu'on peut retrouver dans les reportings que vous envoie votre assureur entre votre prix d'achat de l'UC et puis votre valorisation. Donc ça, on n'a plus ce fameux... Donc pour résumer le tout, on peut accéder à la pierre papier pour un ticket de 200 € ou évidemment plus chez vous. Produit structuré aujourd'hui, Pierre, chez Irbis, en tout cas, vous avez réussi à abaisser le ticket d'entrée à 1 000 €. Et encore, ça tient compte des minima qu'imposent souvent les assureurs. En tout cas, dans les deux cas, on peut dire qu'il y a eu un énorme effort de fait pour démocratiser l'accès et faciliter l'accès à ces produits. Alors, Nicolas, tu y as fait allusion tout à l'heure en disant, oui, enfin, juste gardez en tête que si vous investissez sur de l'immobilier, il faut avoir en tête que c'est un investissement à long terme. Pierre, tu as dit à peu près la même chose en disant, les produits structurés, ça a tendance à payer, mais ils sont construits pour tenir compte de la volatilité des marchés. Donc, il se peut que pendant un certain temps, les marchés sont en baisse. Dès que ça remonte, vous êtes touché et le rappel automatique peut s'effectuer et vous êtes remboursé votre capital et les intérêts qui se sont cumulés dans le temps. Donc, on a bien compris les deux concepts. Ce sont des investissements à long terme. Néanmoins, nous, on sait que nos clients chez Cashbee aiment bien, même pour les investissements à long terme, avoir une idée de la liquidité possible. Donc, est-ce qu'il est possible de sortir l'investissement qu'on peut faire chez l'un et chez l'autre? Nicolas, peut-être que je te vois hocher oui, donc j'imagine que c'est oui. Oui, en fait, dans les SCPI, puisque notre produit est une SCPI, il y a autant de liquidités qu'il y a de souscriptions. Il faut savoir qu'en 2021, je crois qu'il y a eu à peu près un peu plus de 6,7 milliards de collecte en SCPI. Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir 6,7 milliards de retraits. Donc évidemment, ça fait beaucoup de gens potentiellement qui peuvent sortir. Simplement, on dit qu'il faut avoir une vision relativement long terme parce que comme on est sur de l'immobilier, les cycles sont lents. Donc si vous vous amusez à rentrer dans un mauvais cycle, il vous faut du temps pour retrouver en fait de la performance. Mais ça n'empêche absolument pas d'avoir un horizon plus court. Il faut simplement comprendre que dans des situations de stress de marché, le produit peut ne pas être liquide. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit prenez le temps devant vous. Mais rien n'empêche effectivement de sortir du produit. Nous, on a mis en place dans notre SCPI des frais de rachat avant 5 ans pour justement éviter aux clients qu'il ait l'habitude de faire des allers-retours sur une classe d'actifs qui ne le permet pas, enfin qui ne le permettrait pas en tout cas. Donc jusqu'à 5 ans, on met en place une pénalité de rachat. Au-delà de 5 ans, il n'y a plus de pénalité de rachat. Et Pierre, de ton côté, un produit structuré, ça se revend? Oui, effectivement, un produit structuré. Alors, l'objectif, évidemment, c'est comme quand on souscrit une assurance ou quand on souscrit un contrat, c'est plutôt d'aller au contrat, d'aller au bout du contrat et d'aller au bout de la formule qui nous est proposée. Et c'est là où, effectivement, le produit structuré va prendre tout son sens. Mais évidemment, ce sont des produits qui sont liquides. Donc, on peut, au prix de marché, sortir à tout moment du produit structuré. Donc, concrètement, il y a une valorisation quotidienne qui est publiée, de la même manière que sur une action ou sur un fonds d'investissement. Et effectivement, via le contrat d'assurance vie ou via du compte titre, par exemple, vous pouvez tout à fait sortir par anticipation dans le cas d'un besoin d'argent ou bien effectivement d'affolement éventuel sur une situation de marché donné. Après, c'est des produits qui prennent tout leur sens justement avec le temps. C'est-à-dire qu'on est sur des produits en général qui ont des maturités maximales d'une dizaine d'années, qui ont des fenêtres de sortie anticipées à partir de la fin de la première année. Donc globalement, dès que le marché est stable ou en hausse, on va avoir une récupération automatique de notre investissement initial et inversement du rendement. Et donc en général, il vaut mieux attendre cette date justement pour bénéficier de la performance délivrée par le produit. Mais effectivement, on n'est pas bloqué dans un produit structuré, on peut en sortir à tout moment. J'ajouterais peut-être sur l'immobilier, c'est que si vous le souscrivez en direct, vous avez ces problématiques potentielles de liquidité, puisque vous êtes détenteur en titre. Si vous le souscrivez en assurance vie, en fonction du contrat d'assurance vie dans lequel vous souscrivez, vous avez des conditions de liquidité qui peuvent être soit totales, soit limitées, mais en tout cas plus importantes que si vous souscrivez en direct. Donc en fait, le canal d'accès à l'immobilier va déterminer aussi votre liquidité, ça va aussi déterminer le coût que vous allez en payer, parce que si vous êtes en assurance vie, vous avez un petit coût supplémentaire par rapport à la détention en direct, mais ça peut permettre de financer la liquidité. Donc en fait, moralité, moi j'ai envie de dire, il faut mieux se faire conseiller
pour se guider sur ce produit-là. Comme c'est un produit long, le conseiller va pouvoir vous dire, bah oui, dans ces conditions, il vaut mieux peut-être que vous alliez en assurance vie ou alors en direct à crédit en démembrement. Très clair. Écoutez, on sait tous que le temps, c'est de l'argent. On a pris une quarantaine de minutes à nos chers auditeurs. Moi, je vais juste pour résumer la chose. Il nous semblait bon d'aborder le sujet de l'investissement dans des temps volatiles, complexes et peu lisibles, qui sont les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Les classes d'actifs traditionnelles n'ont, à date en tout cas, pas délivré de performance et ont plutôt sous-performé depuis le début de l'année pour des raisons parfaitement compréhensibles. Avec une inflation en hausse, c'est complexe pour les épargnants de trouver des solutions qui permettent de générer des rendements positifs et peut-être décorrélés ou un peu décorrélés des marchés actions et des marchés obligataires. Il nous semblait que face à ça, les solutions que propose Remake dans le domaine de la pierre papier et qu'Irbis propose via l'appli Cashbee en produits structurés sont des alternatives qui méritent le regard parce que ces produits-là sont conçus dans la durée pour résister à la volatilité actuelle et pour délivrer justement de la performance positive. C'est deux produits qui historiquement étaient difficilement accessibles pour le commun des mortels, mais que grâce à des acteurs comme vous sont maintenant accessibles pour des montants bien plus modestes. Aux alentours de 1 000 € pour le produit structuré et aux alentours de 200 € pour la pierre papier, sont accessibles aussi facilement via des applis, ce qui avant, pareil, ça n'existait pas. Quitte à en utiliser une, prenez plutôt Cashbee. Et avec ça, moi, je comptais closer l'échange entre guillemets officiel et ouvrir le débat à des questions éventuelles. Il y en a une qui a déjà été posée à ton attention, Nicolas. Bien sûr, ton commentaire en ouverture qui concernait la prime de risque. Il y a un participant qui… Oui, alors, oui. Voilà, tu la vois. Absolument. Mais alors, en fait, le sujet, la question, je la résume, c'est comme ça, pour bien savoir si je l'ai compris, c'est qu'en fait, comme l'immobilier, c'est un actif qui est lent, aujourd'hui, les portefeuilles constitués, les gros fonds qui sont constitués, eh ben, ont acheté des immeubles en 2000, en 2001, et donc ont acheté 2001, 2018, 2019. Donc, ils ont acheté un patrimoine selon des millésimes de l'époque. Donc, ils ont acheté dans le prix de l'époque. Donc, tous ces gros portefeuilles constitués ont des niveaux de valorisation de 2022. Et donc, la question qui est sous-tendue ici, c'est mais alors, est-ce que ça risque, est-ce que le cycle qu'on va connaître risque d'impacter davantage les fonds constitués ou plutôt les nouveaux fonds? Effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que dans un environnement qui est volatile, on ne sait pas quelle direction à prendre, il vaut mieux être mobile. Quand vous avez un fonds de 5 milliards d'euros d'immobilier qui est constitué depuis plusieurs années, bah forcément, votre mobilité, elle est contrainte parce que même si vous collectez 500 millions d'euros, donc 10% de la valeur du fonds, et que vous l'investissez dans un cycle, je dirais, baissier, mais un cycle qui reprend, bah forcément, vous avez encore 90% de votre portefeuille, lui, qui va suivre la baisse. Et donc, du coup, dans des environnements incertains, nous, on a plutôt tendance à conseiller des produits nouveaux qui vont pouvoir surfer sur la vague en fait, du recovery, de la reprise, plutôt que des gros portefeuilles constitués qui risquent d'être moins manœuvrants dans un environnement incertain. Donc ça, c'est la question qui était posée. Je rebondis sur une autre question qui, cette fois-ci, s'adresse plus à toi, Pierre. Il y a une question sur la garantie de capital. Donc, on a bien compris que côté SCPI, il n'y a pas de garantie en capital. Côté produits structurés, il y a des produits structurés avec garantie de capital et il y a des produits structurés sans garantie de capital. Focalisons-nous sur les produits structurés avec la garantie de capital. Y a-t-il des conditions assorties? Alors, exactement. En général, alors effectivement, les produits structurés, c'est un monde assez large, mais prenons le produit classique avec une garantie en capital. La première condition, c'est qu'en général, la garantie est à terme, c'est-à-dire que c'est vraiment à la maturité du produit que l'investisseur est sûr de retrouver son investissement initial. En cours de vie, on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, une valorisation qui va bouger au jour le jour en fonction des conditions de marché du jour où on observe la valorisation. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un peu ce qui se distingue par rapport à un dépôt ou ce genre d'investissement. Hein. C'est vraiment qu'une garantie à terme et non pas en cours de vie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement,
peu importe qu'on soit sur un produit complètement garanti en capital à maturité, eh bien, il faut garder en tête qu'il y a toujours le risque de faillite de l'émetteur, comme on le disait, alors qu'il y a un risque effectivement plutôt faible, voire très faible, mais qui existe tout de même. Alors, il y a une question qui se pose probablement à tous les deux, Nicolas et Pierre, qui concerne la fiscalité. Et alors, question très spécifique, quelle est la fiscalité pour les non-résidents fiscaux français? Je crains que la réponse ne soit pas simple, mais je vous la pose quand même. Ouais, mais alors sur la fiscalité en général, effectivement, c'est important de poser la question parce que l'immobilier et la fiscalité, ça fait vraiment parce qu'on est quand même extrêmement taxé sur l'immobilier, il faut le reconnaître. Donc justement, c'est ça le conseil que va pouvoir fournir le CGP, qui va être très utile, c'est de savoir quelle est votre empreinte fiscale et en fonction de ça, apprécier le meilleur moyen d'entrer dans l'immobilier. Et donc, du coup, effectivement, vous avez soit la voie détention en direct qui va générer des revenus fonciers sur lesquels on est très fortement fiscalisé. Et là, votre conseiller va pouvoir vous dire, bah oui, mais très bien, mais dans ce cas-là, tu peux peut-être faire de la nue propriété, c'est-à-dire que j'achète uniquement la nue propriété temporaire de ma SCPI, du coup, j'ai pas d'IFI et j'ai pas d'impôt sur le revenu. Et dans 20 ans, je remembrerai, dans 10 ans, je remembrerai, et ensuite, il se passera une autre histoire. Ou alors, le conseiller va dire, bah, très bien, tu as peut-être de la fiscalité importante sur l'immobilier, mais si tu mets de l'effet de levier, tu vas surperformer encore ton produit, et donc du coup, c'est pas très grave de payer beaucoup d'impôts sur une belle performance, donc pourquoi pas y aller à levier. Et puis, il y a l'autre voie qui consiste à aller dans l'enveloppe assurance vie, qui est, voilà, là, on a la fiscalité de l'assurance vie, ni plus ni moins, et donc on s'exonère de tous les impôts sur le revenu, les impôts sur les revenus fonciers qu'on peut trouver. Modulo un point, c'est quand même en assurance vie, on est toujours soumis à l'IFI. Donc le seul moyen, entre guillemets, d'échapper en fait à l'IFI en immobilier, c'est de souscrire en nue propriété. Donc ça existe, on peut souscrire uniquement la nue propriété temporaire d'une SCPI pour échapper à l'IFI ou pour éviter de percevoir des revenus sur lesquels on a une fiscalité personnelle très élevée. Donc il y a des solutions en fait pour toutes les fiscalités. Pour les non-résidents, en fait, ça dépend de la nature du non-résident. Nous, on accepte dans la SCPI tous les résidents en fait Union européenne. Si possible, il faudra qu'ils aient un RIB en France, mais en tout cas des résidents étrangers, oui, mais avec un RIB en France, ça marche bien. Généralement, si c'est au-delà, c'est parfois un peu complexe, il faut le reconnaître, mais c'est un cas particulier pour chaque client. En fait. Et Pierre, pour les produits structurés, on va parler du cas où le produit structuré est logé en assurance vie. Oui, effectivement. Alors nous, on a moins le sujet de la fiscalité. Du coup, en assurance vie, c'est une unité de compte classique. Donc, c'est vraiment la fiscalité classique de l'assurance vie qui s'applique. Et même dans le cas du compte titre, pareil, c'est un titre financier, donc une plus-value classique. Et donc, effectivement, on n'a pas la possibilité d'avoir accès à ces produits directement sans passer par une de ces deux enveloppes. Et donc, effectivement, c'est la fiscalité de l'enveloppe qui prime. Donc, on a moins de sujets fiscal sur la partie produits structurés. Je rajoute un petit élément, Pierre. Excuse-moi, je ne t'ai pas interrompu. Ouais. Juste un tout petit élément, parce que, excusez-moi, la fiscalité en immobilier, c'est quand même extrêmement touchy. Il se trouve que notre véhicule investit à l'étranger pour moitié. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfer fiscal, c'est en France, c'est pas ailleurs. On a les impôts les plus élevés en Europe quasiment. Et en immobilier, c'est le cas. Et du coup, quand vous investissez à l'étranger, vous bénéficiez de la fiscalité locale et non pas de la fiscalité française. Donc, quand vous avez une SCPI qui investit à l'étranger, ça a plein de vertus, donc je ne reviens pas sur la vertu d'investir à l'étranger ou pas, mais en fait, vous remontez dans vos revenus personnels en tant que souscripteur dans la SCPI des revenus de droit étranger qui seront soumis à la fiscalité locale. En général, l'impôt est beaucoup moins élevé, notamment en Allemagne, en Espagne et dans plein de pays d'Europe, sur les revenus immobiliers. Alors, ça veut dire, OK, qu'on fait une économie d'impôt. Je ne suis pas en train de vendre l'économie d'impôt. Je suis juste en train de dire que quand vous êtes une personne morale à l'IS, notamment une entreprise, et que vous avez des placements de trésorerie long terme, 5 ans minimum, sachez que la moitié du patrimoine investi dans RIMEC, en fait, est finalement soumis à un impôt libératoire en Espagne. Et donc, il n'y a plus aucun impôt à payer. En Espagne, si c'est en Espagne, en Allemagne, c'est en Allemagne. Et donc, il n'y a plus aucun impôt complémentaire à payer au niveau de la structure ALIS. Donc, ça veut dire que l'investissement à l'étranger dans une structure ALIS, ça marche du point de vue fiscal très bien. Il y a plein d'autres raisons, j'insiste. En tout cas, du point de vue fiscal, ça marche très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vérifie. Il y a une dernière question. Comment anticiper un changement de portefeuille en fonction de la conjoncture? Alors, la question est très vaste. Je vais vous la soumettre, Nicolas et Pierre, mais je vais donner mon sentiment. Donc, en fait, vous avez résumé dans votre question la raison pour ce webinaire. D'abord,
nous sommes tous les trois, enfin en tout cas, chez Kashbi, on est des grands fans de la diversification et je pense pouvoir parler pour Nicolas et Pierre. Donc déjà, au départ, quelle que soit la conjoncture, nous on préconise toujours une diversification qui permet justement d'avoir des morceaux de portefeuille qui résistent à des crises financières. Je crois qu'aujourd'hui, celle qu'on vit aujourd'hui à ce site particulier, elle concerne tant les actions que les obligations. C'est souvent les actions et les obligations qui forment le socle de portefeuille diversifié. Et donc, notre proposition, notre suggestion aujourd'hui, c'est d'aborder deux classes d'actifs qui complètent un portefeuille constitué d'actions et d'obligations pour justement constituer une partie de ce portefeuille qui résisterait au cas où la baisse des marchés actions et la baisse des marchés obligataires se poursuivaient. Je parle au conditionnel parce que je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que dans ces contextes-là, avoir une allocation vers de l'immobilier et avoir une allocation en produits structurés peut permettre au portefeuille dans son ensemble de résister et de mieux performer qu'un portefeuille qui n'aurait pas ces deux aspects-là et qui serait constitué au-delà de l'épargne de précaution qui doit toujours être sur un compte sûr et sans risque et accessible à tout instant, mais qui n'aurait que des actions et ou des obligations, qui est un portefeuille aujourd'hui qui peut sembler diversifié, mais qui souffre. Voilà. Je ne sais pas, Nicolas, Pierre, si j'ai bien résumé la situation ou si vous voulez rajouter des éléments. Ouais, diversification, et puis tout le temps, en fait, investir régulièrement, c'est le meilleur moyen. Après, si vous avez un portefeuille immobilier qui est constitué, le changer complètement pour le faire entrer dans un millésime 2023, ça n'existe pas. Donc les portefeuilles constitués, ils vont vivre avec leur histoire, et les nouveaux portefeuilles vont écrire l'histoire à partir de 2022. Donc c'est ça qui change. Ouais, effectivement. Et puis, côté alors, un peu plus centré sur la partie produits structurés, mais globalement, le but de ces produits, vous l'avez compris, c'est d'avoir un scope le plus large possible de conjoncture de marché qui pourrait profiter à l'investisseur. Et donc, effectivement, il n'y a pas vraiment de moment. On nous demande souvent, mais est-ce que c'est le bon moment d'investir? C'est des produits, justement, dont le but est de s'affranchir un petit peu du moment et d'avoir quelque chose qui fonctionne dans un maximum de cas possibles. Donc, effectivement, le but, c'est justement, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Le marché est incertain. Je prends justement un produit qui a plutôt des mécanismes de protection versus une action où là, on aurait une indexation totale à la hausse comme à la baisse. Je pense que sur ces belles paroles, je vais tout d'abord remercier Pierre et Nicolas d'avoir voulu jouer le jeu et se joindre vraiment pour ce webinaire sur un thème un peu, pas un peu, très actuel. Je profite également pour remercier Finance Innovation d'avoir invité autant de monde. Et puis, évidemment, je vais remercier tous les participants, y compris ceux qui sont inscrits et qui ne sont pas venus parce qu'ils recevront le replay, je pense. Donc, merci à tous et à très bientôt en espérant que ce webinaire fut utile pour les participants. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, Merci, Pierre. au revoir. Au revoir.